pilote devait atterrir en regardant par-dessus son épaule tandis que son avion descendait verticalement debout sur sa queue comme une fusée inversée. Les deux hélices géantes tournoyant à quelques centimètres de sa tête, sans catapulte fonctionnelle, sans possibilité de ralentir efficacement, guidé uniquement par son instinct et une prière silencieuse que les 4 petits trous de caoutchouc fixés aux extrémités des ailes toucheraient le sol simultanément pour éviter que toute la machine ne bascule et n'explose dans une boule de feu. Le Convair XFY-1, Pogo, incarnait le rêve le plus audacieux et le plus terrifiant jamais poursuivi par la Navy américaine au début de la guerre froide. Cette machine extraordinaire naquit directement des cauchemars qui hantaient les amiraux américains depuis les derniers mois sanglants de la Seconde Guerre mondiale. Les kamikazes japonais avaient transformé la bataille d'Okinawa en carnage absolu pour la flotte américaine. Des dizaines de navires coulés ou gravement endommagés, des milliers de marins tués ou blessés par des pilotes suicides qui plongeaient délibérément leurs appareils chargés d'explosifs sur les ponts des navires alliés. Les porte-avions américains, ces géants flottants transportant des dizaines d'avions de combat, représentaient simultanément la plus grande force et la plus grande faiblesse de la Navy. Construire un seul porte-avions nécessitait plusieurs années de travail et des centaines de millions de dollars. Chaque navire perdu constituait une catastrophe stratégique et économique monumentale. Pire encore, les États-Unis ne possédaient qu'une poignée de ces précieux géants au sortir de la guerre. Comment protéger les convois de ravitaillement traversant l'Atlantique et le Pacifique? Comment défendre les flottes de destroyers, les pétroliers, les transports de troupes qui sillonnaient les océans sans disposer d'une couverture aérienne permanente? L'idée qui germa dans les bureaux du Pentagone semblait sortir directement d'un roman de science-fiction. Et si chaque navire de guerre, même les plus petits destroyers et les navires de soutien logistique, pouvait transporter son propre avion de chasse capable de décoller et d'atterrir verticalement sans avoir besoin d'une piste d'envol? Ces chasseurs révolutionnaires occuperaient un espace minuscule sur le pont encombré des navires. Ils seraient entreposés dans des hangars coniques protecteurs, économisant l'espace limité disponible à bord. Au moindre signal d'alerte, ils jailliraient de leurs abris pour intercepter les bombardiers ennemis ou protéger la flotte bien avant que la menace ne se rapproche dangereusement. Les hélicoptères avaient prouvé leur utilité pendant la guerre pour le sauvetage et le transport, mais ils volaient trop lentement et manquaient totalement de capacité de combat aérien. Il fallait un véritable avion de chasse, rapide, maniable, lourdement armé, mais capable de s'élever dans les airs comme un hélicoptère et de se poser sur un mouchoir de poche. Cette combinaison apparemment impossible mobilisa les esprits les plus brillants de l'industrie aéronautique américaine pendant des années. En 1950, la Navy lança officiellement le projet Hummingbird, baptisé d'après le colibri capable de voler sur place en battant des ailes à une vitesse folle. Les ingénieurs et les pilotes d'essai travaillèrent pendant des mois à élaborer les spécifications techniques d'un appareil qui n'existait encore que dans leur imagination collective. Les défis techniques semblaient insurmontables. Comment stabiliser un avion en position verticale? Comment un pilote pourrait-il contrôler une telle machine? Comment assurer des transitions sûres entre le vol vertical et le vol horizontal? L'année suivante, en mai 1951, l'US Navy organisa un concours officiel sans précédent pour développer des prototypes de chasseurs à décollage et atterrissage verticaux expérimentaux. Les spécifications demandées défiaient toutes les conventions établies de l'aéronautique traditionnelle. 5 des plus grandes compagnies aéronautiques américaines répondirent à l'appel avec des propositions qui ressemblaient davantage à des vaisseaux spatiaux qu'à des avions conventionnels. Convair, Goodyear, Lockheed, Martin et Northrop soumirent des designs extraordinaires qui bousculaient tous les principes fondamentaux du vol. Après des mois d'évaluations techniques intensives, impliquant des centaines d'ingénieurs et de consultants militaires, la Navy sélectionna 2 finalistes pour construire des prototypes fonctionnels. Lockheed recevrait un contrat pour développer le XFV, tandis que Convair construirait le XFY, rapidement surnommé Pogo, en référence au célèbre jouet à ressort sur lequel les enfants sautent. Ce surnom décrivait parfaitement la manière dont l'appareil se tiendrait debout sur sa queue, reposant sur de petits trous installés aux extrémités de ses ailes et de ses dérives verticales.
Les contrats stipulaient que chaque constructeur devait livrer 2 prototypes complets pour les essais en vol. Mais la réalité se révéla bien plus complexe que prévu. Les défis techniques et les budgets serrés forcèrent chaque compagnie à réduire drastiquement ses ambitions. Au final, Lockheed ne parvint à assembler qu'un seul XFV fonctionnel, et Convair ne construisit que 3 XFY, dont un seul, portant le numéro de série 138 649, serait effectivement capable de voler. Le concept de tail-seater, littéralement assis sur la queue, représentait une rupture radicale avec toute l'histoire de l'aviation depuis les frères Wright. Depuis 50 ans, tous les avions décollaient horizontalement, prenaient de la vitesse sur une piste, puis s'élevaient progressivement dans les airs. Le pogo ferait exactement l'inverse. Il se tiendrait droit comme une fusée sur son pas de tir, le pilote assis, le dos incliné à 45 degrés pour compenser la position verticale, puis s'élèverait directement vers le ciel, propulsé par la puissance phénoménale de son moteur turbopropulseur. Les ingénieurs de Convair conçurent une machine absolument unique dans l'histoire de l'aviation militaire. Le cœur battant du pogo était un monstre mécanique appelé Allison XT40-A-14, un turbopropulseur révolutionnaire développant 7100 chevaux de puissance brute. Ce moteur extraordinaire entraînait 2 hélices contrarotatives gigantesques de la compagnie Curtiss-Wright, chacune mesurant 16 pieds de diamètre, soit près de 5 mètres. Ces hélices tournaient dans des directions opposées pour annuler les effets de couple qui auraient autrement fait tournoyer l'appareil de façon incontrôlable. L'aile delta du pogo représentait une prouesse d'ingénierie audacieuse qui défrait les conventions aérodynamiques établies. Les ingénieurs de Convair choisirent une configuration triangulaire, balayée à 52 degrés, une géométrie extrêmement rare pour un appareil propulsé par hélice. Cette aile mesurait 26 pieds d'envergure, soit environ 8 mètres, et supportait aux extrémités 2 nacelles allongées destinées à recevoir l'armement redoutable de l'appareil. Chaque nacelle pouvait abriter 2 canons de 20 mm capables de cracher des centaines d'obus explosifs par minute, ou alternativement 48 roquettes aériennes pliantes de 70 mm qui se déploieraient en vol pour déchirer les bombardiers ennemis. La longueur totale de l'appareil atteignait 31 pieds, soit environ 9,5 mètres de la pointe du nez jusqu'au bout de la dérive ventrale inférieure. 2 immenses surfaces verticales, l'une au-dessus de l'aile et l'autre en dessous, donnait au pogo sa silhouette caractéristique de croix lorsqu'on l'observait de face. Ces dérives mesuraient chacune 21 pieds 8 pouces d'envergure, soit 6,5 mètres, créant une stabilité cruciale pendant les phases de vol vertical où les forces aérodynamiques traditionnelles ne s'appliquaient plus. Au bout de chacune des 4 surfaces principales, ailes et dérives, les ingénieurs fixèrent de minuscules roues pivotantes montées sur des amortisseurs télescopiques qui se comprimaient de plusieurs pieds lors de l'impact avec le sol, exactement comme un jouet pogo-stick absorbe le choc d'un saut. Ces 4 roues microscopiques devaient supporter l'intégralité du poids de l'appareil lorsqu'il reposait au sol dans sa position verticale vertigineuse. L'idée même qu'une machine de combat pesant plusieurs tonnes puisse tenir en équilibre sur 4 roulettes semblait relever de la folie pure. Mais l'innovation la plus extraordinaire se trouvait à l'intérieur du cockpit exigu. Les ingénieurs avaient créé un siège révolutionnaire monté sur un système de cardan sophistiqué permettant aux pilotes de pivoter entre 2 positions distinctes. Lorsque l'appareil se tenait verticalement au sol ou pendant le décollage et l'atterrissage, le siège s'inclinait à 45 degrés vers l'avant, permettant aux pilotes de voir le tableau de bord et les instruments tout en étant à moitié allongés sur le dos. Une fois la transition vers le vol horizontal accomplie, le siège pivotait progressivement jusqu'à atteindre 90 degrés, plaçant le pilote en position assise normale pour le vol de croisière. Cette mécanique complexe posait des problèmes terrifiants. Le pilote devait grimper jusqu'au cockpit en escaladant une échelle de 7 mètres de hauteur lorsque l'appareil reposait sur sa queue. Une fois installé dans le siège étroit, sanglé fermement par un harnais de sécurité complexe, il se retrouvait suspendu presque à l'horizontale, le dos appuyé contre le dossier incliné, regardant le ciel au-dessus de lui. Les commandes de vol se trouvaient dans une position inhabituelle qui exigeait des contorsions inconfortables. Le manche de contrôle dépassait entre les jambes du pilote selon un angle bizarre, dicté par la géométrie folle de l'appareil. Convair construisit 3 prototypes distincts du XFY pour accélérer le programme de développement tout en minimisant les risques.
Le premier prototype servit exclusivement de banc d'essai pour le turbopropulseur capricieux qui causait des maux de tête constants aux mécaniciens. Les ingénieurs le firent tourner pendant des centaines d'heures au sol, mesurant les vibrations, analysant les températures, étudiant la consommation de carburant, cherchant désespérément à comprendre les caprices de cette bête mécanique tempéramentale. Le troisième prototype fut sacrifié pour les tests de résistance structurelle. Les techniciens le fixèrent solidement dans un châssis métallique géant et appliquèrent des forces colossales sur la cellule pour simuler les contraintes extrêmes que l'appareil subirait pendant les manœuvres de combat violentes. Ils tordirent les ailes, comprimèrent le fuselage, testèrent les limites absolues de chaque composant jusqu'à ce que le métal hurle et se déforme. Ces tests destructifs révélèrent plusieurs faiblesses de conception que les ingénieurs corrigèrent sur le prototype volant. Seul le deuxième prototype, portant fièrement le numéro de série 138 649 peint sur son fuselage, était destiné à quitter réellement le sol et à tenter l'impossible. Chaque rivet, chaque soudure, chaque câble de commande fut inspecté et réinspecté avec une minutie obsessionnelle. Les vies humaines dépendaient de la fiabilité absolue de chaque composant. La Navy devait maintenant trouver un pilote assez courageux, assez expérimenté et probablement assez fou pour monter dans cette machine terrifiante et risquer sa vie pour prouver que le concept fonctionnait. La recherche mena rapidement à un homme exceptionnel qui réunissait toutes les qualifications nécessaires. James Francis Coleman, surnommé Skits par ses camarades, était un vétéran décoré de la Seconde Guerre mondiale, un pilote d'essai chevronné employé par Convair et également lieutenant-colonel dans la réserve du corps des Marines. Coleman possédait des milliers d'heures de vol sur des dizaines de types d'appareils différents. Il avait survécu à la guerre, survécu à d'innombrables situations dangereuses, développé une réputation de pilote capable de voler avec n'importe quoi, pourvu que cela possède des ailes et un moteur. Sa philosophie était simple. Si les ingénieurs affirmaient que la machine pouvait voler, ils la feraient voler. Les calculs mathématiques et les modèles réduits en soufflerie suggéraient que le pogo devrait théoriquement être contrôlable. Coleman décida de transformer cette théorie en réalité. Pendant des semaines, Coleman étudia obsessivement chaque détail technique du pogo. Il passa des journées entières dans des simulateurs primitifs construits spécialement pour ce projet, s'entraînant aux transitions entre vol vertical et horizontal, mémorisant les procédures d'urgence, visualisant mentalement chaque phase du vol. Il savait que la moindre erreur de pilotage pourrait être fatale. La catapulte éjectable installée dans le cockpit avait été jugée trop peu fiable et fut désactivée par mesure de sécurité. Si quelque chose tournait mal pendant le vol, Coleman n'aurait aucune échappatoire possible. Les essais commencèrent au printemps 1954 dans le gigantesque hangar 1 de la base aéronavale de Moffett Field en Californie. Cet immense hangar pour dirigeables, construit dans les années 30 pour abriter le colossal USS Macon, offrait un espace intérieur suffisant pour suspendre le pogo à un système complexe de câbles de sécurité permettant des vols captifs contrôlés. Le 19 avril 1954, à 7 heures du matin, Coleman grimpa lentement l'échelle métallique menant au cockpit du pogo pour la tentative la plus dangereuse de sa carrière. L'immense hangar résonnait des bruits métalliques des préparatifs finaux. Des dizaines de techniciens vérifiaient et revérifiaient chaque câble, chaque connexion, chaque système de sécurité. L'atmosphère était électrique, tendue, presque suffocante. Tout le monde savait que cette journée marquerait soit un triomphe historique, soit une tragédie catastrophique. Les ingénieurs avaient démonté le capuchon protecteur du moyeu d'hélice et l'avaient remplacé par un enchevêtrement de câbles d'acier tressés attachés directement au plafond du hangar situé à 40 mètres au-dessus. Si Coleman perdait le contrôle et que le pogo commençait à basculer dangereusement, ces câbles maintiendraient l'appareil suspendu comme une marionnette géante, l'empêchant de s'écraser violemment sur le sol en béton. À l'autre extrémité des câbles principaux se tenait Bob McGreary, un ingénieur expérimenté posté derrière un treuil électrique massif capable de soulever plusieurs tonnes. McGreary avait reçu une mission terrifiante. Ses yeux ne devaient jamais quitter le pogo pendant toute la durée du vol. Si l'appareil commençait à piquer du nez, à partir en vrille ou à montrer le moindre signe de perte de contrôle, il devait immédiatement activer le treuil pour raccourcir les câbles et arracher la machine vers le haut avant qu'elle ne prenne trop de vitesse dans sa chute mortelle.
La vie de Coleman dépendait entièrement de la vigilance et des réflexes de McGreary. Une seconde d'hésitation pourrait transformer le prototype en boule de feu. Mais les câbles principaux ne suffisaient pas. Les ingénieurs paranoïaques avaient ajouté 4 câbles de sécurité supplémentaires, fixés aux extrémités de chaque aile, créant un réseau complexe de filins d'acier qui limitait sévèrement les mouvements latéraux de l'appareil. Ces câbles empêcheraient le pogo de basculer violemment sur le côté si Coleman perdait le contrôle directionnel. L'appareil pouvait monter ou descendre relativement librement, mais tout mouvement horizontal était strictement contraint par cette toile d'araignée métallique. Coleman s'installa dans le siège incliné, attacha méthodiquement son harnais de sécurité en vérifiant chaque boucle 2 fois, puis fit coulisser le cockpit transparent vers l'arrière pour garder une visibilité maximale. Il ne fermerait jamais la verrière pendant les essais, préférant le vent glacial et le bruit assourdissant des hélices à la sensation d'être enfermé dans un cercueil volant. Ses mains tremblaient légèrement malgré son expérience. Il inspira profondément, expira lentement, puis donna le signal de démarrage du moteur. Le turbopropulseur Allison rugit à la vie avec un hurlement strident qui fit vibrer toute la structure métallique du hangar. Les 2 hélices contrarotatives géantes commencèrent à tourner lentement, puis de plus en plus vite, créant un courant d'air puissant qui balayait le sol et soulevait des nuages de poussière. Coleman sentit toute la machine trembler et vibrer sous lui, comme un animal sauvage cherchant à se libérer. Il avança progressivement la manette des gaz, augmentant la puissance par petits incréments prudents. Soudain, l'appareil commença à s'élever. Les roues quittèrent le sol. Le pogo montait verticalement, tirant sur ses câbles de retenue, oscillant légèrement de gauche à droite. Coleman luttait avec les commandes pour maintenir une trajectoire stable. Les gouvernes de direction fonctionnaient différemment en vol vertical, répondant de manière contre-intuitive qui défiait toutes ses années d'expérience de pilote. Le flux d'air tourbillonnant créé par les hélices interagissait bizarrement avec les surfaces de contrôle, produisant des réactions imprévisibles qui nécessitaient des corrections constantes. Après seulement quelques minutes suspendu à 3 mètres du sol, Coleman réduisit prudemment la puissance et laissa l'appareil redescendre, jusqu'à ce que les roues touchent à nouveau le béton. Il coupa le moteur et resta assis en silence pendant plusieurs longues minutes, son cœur battant la chamade, ses mains agrippant encore fermement les commandes. Il venait de survivre au premier vol captif du pogo. Les techniciens accoururent pour vérifier l'appareil, recherchant des fissures dans la structure, des fuites de carburant, des signes de contrainte excessive. Ce premier vol marqua le début d'un marathon d'essais épuisant qui allait s'étendre sur plusieurs mois. Jour après jour, Coleman grimpait dans le cockpit et soulevait le pogo attaché dans les airs, apprenant progressivement à apprivoiser cette bête mécanique capricieuse. Chaque vol révélait de nouveaux problèmes, de nouvelles surprises, de nouvelles terreurs. Parfois, l'appareil oscillait violemment, sans raison apparente. D'autres fois, il partait en rotation incontrôlée, jusqu'à ce que Coleman découvre la bonne combinaison de mouvements de gouverne pour stabiliser la situation. Les ingénieurs comptabilisèrent méticuleusement chaque essai dans leur carnet. 10 vols, 20 vols, 50 vols, 100 vols. Les chiffres grimpaient inexorablement. Coleman accumula presque 60 heures de temps de vol suspendu à ses câbles, comme un insecte prisonnier d'une toile d'araignée géante. 60 heures à lutter contre les vibrations, les oscillations, les réactions imprévisibles, les moments de terreur pure lorsque l'appareil semblait sur le point de se désintégrer en plein vol. Au total, les équipes de Convair effectuèrent près de 300 tests captifs différents dans le hangar de Moffett Field. 300 opportunités pour Coleman de mourir. 300 fois où il misa sa vie sur les calculs des ingénieurs et la solidité des câbles d'acier. Mais chaque vol apportait également de précieuses données. Les ingénieurs ajustaient les réglages des gouvernes, modifiaient les mixages de commandes, optimisaient les réponses au mouvement du manche. Progressivement, imperceptiblement, le pogo devenait plus docile, plus prévisible, presque contrôlable. À la fin du mois de juillet 1954, Coleman se sentit enfin prêt pour franchir l'étape terrifiante suivante. Il était temps de couper les câbles de sécurité et de tenter le premier vol libre en extérieur. Le pogo serait transporté sur une aire de stationnement ouverte où aucun filet de protection ne pourrait sauver Coleman si les choses tournaient mal.
Ce serait tout ou rien. Voler ou mourir. Le 1er août 1954 marqua l'instant le plus terrifiant de l'existence de James Coleman. À 9 h du matin précise, il se tenait debout dans le cockpit ouvert du Pogo, posé sur une aire de stationnement déserte, aucun câble de sécurité attaché à l'appareil, aucun filet protecteur pour amortir une chute catastrophique. Autour de lui, des ambulances et des camions de pompiers attendaient en silence, leurs équipages scrutant le ciel avec anxiété. Coleman lança le turbopropulseur, écouta le rugissement familier monter en puissance, puis poussa fermement la manette des gaz vers l'avant. Le Pogo bondit littéralement dans les airs comme une fusée vivante. Coleman monta rapidement à 50 pieds, stabilisa l'appareil en vol stationnaire pendant quelques secondes interminables, puis redescendit prudemment jusqu'à ce que les 4 roues touchent simultanément le béton. Son premier vol libre venait de durer moins d'1 minute, mais cette minute représentait un triomphe historique absolu. Personne avant lui n'avait jamais décollé verticalement dans un avion aussi lourd et aussi rapide. 2 heures plus tard, gonflé de confiance après ce succès initial, Coleman effectua un second vol beaucoup plus ambitieux. Cette fois, il grimpa audacieusement jusqu'à 150 pieds d'altitude, soit environ 50 mètres, planant au-dessus de la base comme un vaisseau spatial extraterrestre. De là-haut, il pouvait voir toute la baie de San Francisco s'étaler à l'horizon. Le sentiment de puissance était grisant, addictif, dangereux. Durant les semaines suivantes, Coleman déménagea ses opérations vers la station aéronavale auxiliaire de Brownfield, en Californie, où il accumula une série impressionnante de 70 atterrissages et décollages verticaux consécutifs. Chaque manœuvre renforçait sa maîtrise de l'appareil capricieux. Il apprenait à anticiper les oscillations, à compenser les rafales de vent, à doser précisément la puissance pour des descentes en douceur. Le Pogo devenait une extension de son propre corps. Le 5 novembre 1954, Coleman accomplit l'impossible. Il décolla verticalement comme d'habitude, monta à altitude sécuritaire, puis inclina progressivement l'appareil vers l'avant tout en augmentant la vitesse. Le Pogo bascula de la verticale vers l'horizontale, son siège pivotant simultanément pour maintenir Coleman en position assise normale. Il vola horizontalement pendant 20 minutes exaltantes, testant les limites de vitesse et de maniabilité, avant d'effectuer la transition inverse pour revenir en vol vertical et se poser triomphalement sur sa queue. C'était le premier vol complet réussi d'un appareil à décollage et atterrissage verticaux qui n'était ni un hélicoptère ni un autogire. Mais cette victoire historique révéla simultanément les défauts fatals qui condamneraient inexorablement le projet. La conception ultra-légère du Pogo, optimisée pour maximiser le rapport poussée-poids nécessaire au vol vertical, avait sacrifié des systèmes cruciaux. L'appareil ne possédait aucun spoiler, aucun frein aérodynamique capable de le ralentir efficacement après avoir atteint des vitesses élevées en vol horizontal. Coleman découvrit horrifié qu'une fois lancé à pleine vitesse, le Pogo refusait obstinément de décélérer, glissant sur l'air comme un palais de hockey sur la glace. Pire encore, l'atterrissage vertical demeurait une épreuve cauchemardesque, même après des centaines de tentatives. Coleman devait littéralement regarder par-dessus son épaule vers l'arrière et le bas pendant toute la descente pour apercevoir le sol qui se rapprochait dangereusement. Cette position tordue rendait impossible toute estimation précise de la vitesse de descente. Trop lent, et l'appareil risquait de perdre sa portance et de chuter brutalement. Trop rapide, et l'impact pulvériserait le train d'atterrissage minuscule. Les amiraux de la Navy durent affronter une réalité déchirante. Seuls les pilotes d'élite possédant des milliers d'heures d'expérience et des nerfs d'acier pouvaient espérer maîtriser le Pogo. Placer de tels appareils sur chaque destroyer et chaque navire de ravitaillement comme initialement prévu relevait de la pure fantaisie. La plupart des pilotes se tueraient lors de leur première tentative d'atterrissage. Le coup de grâce vint du progrès technologique foudroyant des avions à réaction. En 1955, les chasseurs à réaction de nouvelle génération atteignaient des vitesses approchant Mach 2, soit plus de 2000 km/h. Le Pogo turbopropulseur plafonnait péniblement sous Mach 1, environ 765 km/h. Il était déjà obsolète avant même d'avoir terminé ses essais. Un dinosaure anachronique dans un monde de jets supersoniques. Le projet fut officiellement suspendu.
Coleman effectua son dernier vol en novembre 1956, après avoir accumulé environ 60 à 70 heures totales aux commandes. Sur les 3 prototypes construits, un seul avait vraiment volé. Les 2 autres furent démontés pour pièces détachées. Le prototype volant numéro 138 649 fut soigneusement emballé et expédié au Musée national de l'air et de l'espace du Smithsonian dans le Maryland, où il repose aujourd'hui, vestige silencieux d'un rêve brisé. Coleman resta un héros largement oublié, son courage et son habileté extraordinaires effacés par l'échec du programme. Pourtant, 60 ans plus tard, le Lockheed Martin F-35B Lightning II accomplirait enfin le rêve impossible du pogo, décollant et atterrissant verticalement grâce à des moteurs orientables et des systèmes de contrôle numérique que Coleman n'aurait jamais pu imaginer. Si cette histoire extraordinaire vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un like, de partager vos réflexions dans les commentaires et surtout de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants d'avions oubliés qui ont presque changé l'histoire. Et une question demeure sans réponse dans les archives classifiées de la Navy. Que serait-il advenu si Coleman avait perdu le contrôle lors de ce premier vol libre du 1er août? Les documents techniques suggèrent qu'un second pilote volontaire attendait déjà dans l'ombre, prêt à prendre sa place.